Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume, et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Farewell and Forward. Adieu et en avant, même si ça sonnait mieux en anglais. comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes, parce que bon, comme aujourd'hui, parfois, on publie pas le dimanche soir, donc c'est toujours bien de savoir quand est-ce qu'on paraît. Et puis, en principe, on est officiellement en ligne le lundi tous les 15 jours, et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, tranche, le chiffre 2, couple au singulier, comme le nom du podcast, ou par mail, tranche, le chiffre 2, couple, tout au singulier, @gmail.com. Enfin, un mot, un seul, on vous le dit, on vous le redit, partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de Tranche de couple. Et puis aussi, on va pas se cacher, de garder la motive pour continuer à vous proposer cette petite tranche de nos vies tous les 15 jours. Alors, on commence comme d'habitude par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, on est le lundi 19 septembre et on ne pouvait pas faire autrement que de vous proposer, Guillaume, un premier sujet sur... La reine Elisabeth, c'est le décès de la reine Elisabeth. La reine est morte, vive le roi. Cela ne nous aura pas échappé, ou alors vous vivez dans une grotte, et je vous félicite alors pour votre connectivité sélective pour nous écouter tous les 15 jours, que la reine Elisabeth II est décédée le 8 septembre dernier dans sa résidence écossaise de Balmoral. Tout un symbole dans un pays... notamment divisé alors que les Écossais se posent la question de leur maintien au sein du Royaume-Uni. Elle était âgée de 96 ans, dont 70 ans, 7 mois et 2 jours pour être exact de règne, un record pour le Royaume-Uni, proche du record absolu détenu par toujours nul autre que notre Louis XIV. Enfin bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui a le record, avec 72 ans, 72 ans. Cette longévité sans précédent lui aura permis de voir se succéder tous les mardis matins 15 premières ministres britanniques, puis 10 présidents français, et on ne va pas commencer à compter les premiers ministres, sinon on s'en sortira pas, et puis accessoirement 7 papes. Elle était par ailleurs reine et chef d'État officiel de 15 pays, dont l'Australie, le Canada, mais aussi les Bahamas, la Jamaïque ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, on s'est penché un peu, on a trouvé intéressant de se pencher sur la relation entre la reine, entre la monarchie et puis la France, parce que on a beaucoup souligné donc ces derniers jours cette relation bizarre, étonnante qui existe de la part d'une grande partie de la population française, régicide devant l'Éternel, et c'est la monarchie britannique. Alors, celle-ci est en partie liée au sentiment de stabilité que représente le ou la monarque au travers des crises, des guerres et en particulier ces dernières années, il ou elle représente un pilier. C'est comme ça que ça se passe dans un certain nombre de monarchies européennes. Et puis il y a probablement à voir aussi avec les Français et les fastes, parce que la monarchie britannique, on l'a encore vu aujourd'hui avec les funérailles de la reine, ce sont des fastes millimétrés à la seconde près avec des milliers de parties prenantes. Ils ont invité aujourd'hui plus de 2000 personnes à Westminster Abbey pour ces funérailles. Il y avait plus de 200 chefs d'État de partout autour du monde, du Commonwealth. Il faut dire que Elisabeth était particulièrement attentive et elle voulait que ses funérailles soient avec faste. Pour elle, elle conçoit la monarchie comme une monarchie de faste. Il faut qu'elle soit très visible pour vraiment briller. Et ça s'est vu pendant son règne, cette histoire de visibilité. On doit voir la reine au milieu de la foule. On ne reviendra pas sur ces centaines de tenues bariolées où elle apparaissait en vert pomme, en bleu électrique, en jaune, en orange, tout ça pour pouvoir être repéré dans la foule. Donc il y a ces fastes, il y a probablement une partie des Français qui sont aussi un peu attirés par le côté faste, mais pas seulement. Elle incarnait aussi, selon Jean Lémarie sur France Culture, on vous mettra le lien de ce podcast, enfin de cette émission qu'il a enregistrée, et ça dure 4 minutes, c'est très court, mais c'est très intéressant. Un autre rapport au temps, comme je le disais, elle passe au travers les crises, et puis elle revendiquait, elle aussi, une forme assumée de francophilie. Elle était grande, peut-être pas amie, mais très grande relation avec le général de Gaulle, notamment. Il y a toujours eu une forme de proximité avec la France. Et par ailleurs, elle ne manquait jamais de rappeler combien l'histoire de France et celle du Royaume-Uni, en
bon frère mais adversaire, et lié depuis les années 1000 et Guillaume le Conquérant, mais aussi via, par exemple, plus récemment l'entente Cordale, le tunnel sous la Manche. On reviendrait peut-être un jour là-dessus, ça vaudrait la peine de faire un article de podcast, mais on va attendre un peu. Et puis aussi, le prix du sang entre nos deux pays au XXe siècle. On s'est beaucoup combattu, mais il faut se rappeler que des milliers de soldats britanniques sont morts pour libérer la France en 1944. Et la France entretient donc un rapport ambivalent avec la monarchie. La révolution qui devait y mettre fin n'a fait que repousser l'échéance, puisqu'elle a abouti sur l'Empire, la Restauration, jusqu'au Second Empire, comme si on ne voulait pas complètement s'en débarrasser. Et puis aujourd'hui, évidemment, cette sorte de monarchie présidentielle qui existe au sein de la Ve République, ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un podcast complet, mais je crois que ce sera pour plus tard. Alors, le décès de la reine Elisabeth, c'est aussi l'occasion d'un certain nombre de controverses. Le coup d'abord, et on y reviendra plus tard dans cette partie de la monarchie qui, en période de crise, fait tiquer. Il est aussi rappelé souvent en Angleterre, où on maîtrise, au Royaume-Uni, où l'argent est presque une religion, que si elle a un coût, elle est aussi source de bénéfices importants pour l'économie britannique, et c'est probablement une des raisons qui fait que le sujet est assez peu rappelé finalement. Mais aussi sur le fait que la monarchie s'est construite sur la colonisation, comme en France, en Espagne ou en Belgique notamment, y compris au XXe siècle, avec la décolonisation, et souvent un certain nombre parfois qui s'est fait dans la violence. Et puis les réparations et les deuils de ces périodes compliquées ne sont pas tous assumés. Les violences commises au nom du roi ou de la reine sont toujours des plaies ouvertes. Et après, Charles III a donc été intronisé dès le 9 novembre à Londres. Dans la grande tradition de la reine est morte, vive le roi, comme on vous le disait, si cher aux familles régnantes, pour montrer leur continuité. C'est d'ailleurs ce qui fait leur force dans les pays où la monarchie est encore bien en place et appréciée par la population. On parle de monarque avec un certain charisme. Il sera couronné à moyen terme, dans les mois qui viennent, mais pour éviter de fragiliser davantage l'économie britannique, qui s'est déjà pris dans la figure 3 jours fériés en plus pour le Platinum Jubilee en juin, et là encore un pour les funérailles. Gageons que cela prendra quelques mois et qu'il n'aura probablement pas lieu avant l'année prochaine. Par ailleurs, Charles a déjà annoncé qu'il souhaitait rénover et moderniser le protocole du couronnement pour le rendre plus simple, moins coûteux. Il aura moins probablement ce sentiment de faste. On sait qu'il s'intéresse à des sujets tout à fait différents de ceux de sa mère. Il s'intéresse beaucoup, comme tous les membres de la famille royale, au charity, mais en particulier en ce qui concerne l'environnement, alors même que le coût des funérailles, bien que non public, était évalué à 35 millions d'euros, et que le coût du mariage de William et Kate aurait coûté, par exemple, autour de 25 millions d'euros. Il aura par ailleurs à gérer, en tout cas symboliquement, puisque jusque-là les monarques britanniques n'ont plus de rôle décisionnaire, les velléités séparatistes d'un certain nombre de pays du Commonwealth, dont la Nouvelle-Zélande ou les îles Caraïbes, mais aussi liens avec l'Europe et l'Irlande qui n'ont cessé, sous les coups de boutoir politiques et notamment le Brexit, de se distendre. Pas simple du coup, mais on lui souhaite bien du courage et God save the King. On a parlé des adieux de la reine, on va parler en avant maintenant avec le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen devant le Parlement européen. Max, c'est pour toi, c'est notre point Union européenne. Ça a eu lieu le 15 septembre dernier à Strasbourg. Exactement, devant la plénière du Parlement européen. Alors, le discours sur l'état de l'Union, c'est le moment où chaque année, la présidente de la Commission fait un état des initiatives en cours ou achevées, et elle fait aussi des annonces sur les nouvelles initiatives à venir. Dans le microcosme européen, c'est un moment important, parce que c'est un moment finalement relativement rare, 5 fois dans le mandat d'une commission, et à très haute visibilité et très politique. Les annonces les plus importantes sont en général réservées à ce discours annuel. C'est aussi la raison pour laquelle ce discours est souvent retransmis en direct sur les télévisions les grandes chaînes d'information dans toute l'Union et au-delà. Et pour la première fois, cette année, il y a 2 chaînes qui ont suivi en live ce discours en France. Alléluia, vous savez qu'on nous parle régulièrement des relations des médias français et de l'absence de l'Union européenne dans les médias français. Et on dit bravo, je ne sais pas qui c'est, mais bien joué. Et oui, du coup, voilà, on peut dire bravo à France Info et France 24. Bravo. L'année prochaine sur TF1 ? On ne va pas rêver, mais on ne sait jamais sûr. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du discours de cette année ? Alors d'abord, c'était un discours très politique, très ancré dans le réel et la situation complexe actuelle à laquelle fait face l'Europe.
Bien sûr, la guerre en Ukraine était extrêmement présente. Ça a été le début du discours de Ursula von der Leyen, et ça a été un petit peu un fil rouge parce que ça a aussi exacerbé un certain nombre de tensions et de difficultés que rencontre l'Europe aujourd'hui. C'était la première fois qu'un discours sur l'état de l'Union a été prononcé en présence d'une citoyenne qui n'appartient pas à l'Union européenne, donc c'était la femme du président Zelensky, une symbolique assez forte puisque en solidarité avec l'Ukraine, notamment les commissaires portaient les couleurs jaune et bleu, et puis des annonces avec des aides et des prêts pour la reconstruction du pays. Voilà, donc une forte dimension liée à la solidarité de l'Union européenne avec l'Ukraine. Deuxièmement, un message très assuré pour justifier aussi le train de sanctions contre la Russie, parce que finalement, on commence à entendre de plus en plus les membres des droites nationalistes en Europe qui critiquent ces sanctions en fredonnant une certaine musique selon laquelle non seulement ces sanctions ne fonctionneraient pas, mais en plus, c'est elle qui plombe l'économie européenne. Donc Ursula von der Leyen a été très vive pour dire que c'était une guerre qui finalement se faisait à l'encontre de notre sécurité énergétique, contre nos économies, contre nos valeurs et contre notre avenir, et en disant qu'il n'y aura pas de levée des sanctions. On est tout à fait déterminés, et donc ces sanctions sont là pour rester. Enfin, elle a abordé un sujet de préoccupation majeure des Européens, à savoir le prix de l'énergie. Et pour rassurer les consommateurs et les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, la chef de l'exécutif européen a présenté tout un paquet de mesures sur le marché de l'énergie qui va de la ponction des profits excessifs engendrés par les énergéticiens qui produisent à des coûts moindres, vous en avez parlé lors de notre dernier épisode, à un éventail d'actions qui vise à accélérer la transition vers une économie décarbonée, moins dépendante de puissances potentiellement hostiles pour se fournir en gaz, par exemple. Et donc elle a aussi, notamment à plus long terme, annoncé la réforme en profondeur du marché de l'électricité. Alors, alléluia. C'est dans ce contexte que Ursula von der Leyen a annoncé de nouvelles initiatives pour renforcer la souveraineté de l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment ce mot de souveraineté, c'est quelque chose qui ressort assez fortement quand on parle de ce discours. D'abord en domaine énergétique, puisque c'est un grand sujet. Pour répondre à ce défi, elle a mis en avant le rôle que pouvait jouer l'hydrogène à long terme avec l'annonce de la création d'une nouvelle banque publique de l'hydrogène qui doit être capable d'investir 3 milliards d'euros pour construire finalement un futur marché de l'hydrogène. Et l'objectif, c'est de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelables dans l'Union européenne chaque année d'ici à 2030. Par ailleurs, elle a fait un point d'étape sur la mise en œuvre du plan de relance Next Generation EU, donc Union européenne nouvelle génération. C'était un plan de relance qui représentait 800 milliards d'euros, et en fait seulement 100 milliards ont été dépensés, donc il y a encore 700 milliards qui restent à dépenser. Elle a aussi, dans ce contexte d'économie tendue, proposé une approche plus flexible des critères de Maastricht pour donner un peu de flexibilité aux États dans leur trajectoire de désendettement, mais en ne revenant pas sur cet objectif de désendettement qui, globalement, en fait, ces critères de Maastricht, donc c'est les critères 3%, avaient été suspendus pendant toute cette période de Covid. Elle a annoncé un nouveau train de mesures pour soutenir les PME. Et enfin, elle a mis un très gros accent sur l'accès aux matières premières critiques, essentielles pour la transition écologique et l'économie, en annonçant un règlement dédié à ces problématiques et aussi à la mise en place de réserves stratégiques à l'échelle de l'Union, avec la proposition de création d'un nouveau fonds de souveraineté européen, donc quelque chose d'assez structurant. En fait, elle a mis en avant le fait qu'aujourd'hui, les matières premières critiques sont principalement produites par la Chine, donc il y a une force de domination et du coup un gros risque de dépendance pour l'Union. Troisièmement, Ursula von der Leyen a esquissé une vision, sa propre vision à moyen terme de l'Union, en envoyant un message très clair aux pays des Balkans et de la frange orientale du continent, en leur disant « Vous faites partie de la famille, notre union n'est pas complète sans vous ». Alors, ça, c'est pas étonnant parce que c'est quelque chose qu'elle avait déjà un petit peu dit précédemment.
Mais là, elle a aussi appuyé cette initiative française de création d'un nouveau forum à l'échelle de l'Europe géographique, qu'on a appelé la Communauté politique européenne. On vous en avait parlé dans notre précédente saison de tranches de couple. Et l'objectif, c'est, on sait que l'adhésion, ça prendra du temps, et donc on a une communauté politique européenne qui permet de rassembler plus largement en dehors des seuls membres de l'Union européenne pour parler des problématiques importantes. Et on le sait, notamment, ça permettrait d'associer le Royaume-Uni. Elle a aussi reconnu que dans cette perspective d'élargissement, il faudrait aussi revoir les mécanismes de gouvernance, parce que on comprend bien que c'est déjà compliqué. On a notamment 2 pays qui parfois bloquent un peu les choses, la Hongrie et la Pologne, pour ne pas les nommer. Et donc, une révision des mécanismes de gouvernance serait utile. Elle a mis aussi en avant le fait que de nombreux régimes hostiles financent aujourd'hui des campagnes de désinformation dans les pays du voisinage et même au cœur de l'Union européenne. Et elle a du coup proposé un pacte pour la défense de la démocratie visant à sauvegarder les valeurs qui ont été mis en avant par les pères fondateurs de l'Union. En disant aussi qu'il fallait être tout à fait exemplaire à l'intérieur de l'Union en éradiquant cette corruption, parce que effectivement, ces derniers jours ont été rendus publics le fait que la Russie avait touché de l'argent, déversé de l'argent sur les partis politiques, pour essayer de promouvoir sa cause. Notamment d'un certain bord, comme disait un ancien ambassadeur tout à l'heure à la radio. Voilà. Et pour conclure, Ursula von der Leyen s'est ralliée au vœu du Parlement européen de lancer une convention européenne pour réouvrir les traités. Et donc, ça a été bien sûr applaudi très chaleureusement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce discours sur l'état de l'Union, il intervient 20 mois avant la fin de la commission von der Leyen, puisqu'elle termine en 2024. Oui, on est fatigué, il ne faut pas nous en vouloir. Et du coup, en même temps, elle annonce beaucoup de projets. Et donc, finalement, elle envoie un message en disant « J'ai la vision nécessaire pour accomplir un second mandat ». Donc, elle pose déjà ces jalons-là. On verra ce qu'il en sera. Voilà pour ce petit point sur le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen. C'était un petit peu complet, mais c'est un discours qui a pris son temps. Tout à fait. Merci, Max. Moi, je rebondis sur le fait d'insister, qu'elle voulait insister sur les valeurs démocratiques de l'Union européenne. On va faire juste une petite brève sur l'Europride. L'Europride, qu'est-ce que c'est ? C'est une marche des fiertés qui a lieu la particularité d'avoir lieu tous les ans dans une ville différente. Et cette année, l'Europride a eu lieu à Belgrade, en Serbie. Autant dire que dès le début, c'était compliqué. La Serbie n'est pas un pays très en pointe sur ce qui est des droits des personnes LGBT. Paradoxalement, c'est un des premiers pays européens à avoir élu, après le Luxembourg, une première ministre ouvertement lesbienne. Pour autant, c'est un pays où la religion est très ancrée, un conservatisme extrêmement important. Et puis, c'est aussi accessoirement, et ce sera important pour la suite, un pays candidat à l'Union européenne. Et donc, la Serbie, qui a eu quelques soucis récemment avec le Monténégro, a décidé, au débotté, d'interdire cette Europride de se tenir parce que, soi-disant, il n'aurait pas la capacité de gérer à la fois les tensions à la frontière, qui n'existent plus aujourd'hui, qui se sont apaisés depuis quelques semaines, et puis l'Europride. Par contre, ils ont accepté d'accueillir ou en tout cas, ils ont toléré au cours des dernières semaines des centaines de défilés, avec des dizaines de défilés, notamment de forces conservatrices et religieuses, qui voulaient montrer leur opposition à la tenue de cette Europride. Bref, l'Europride, c'est souvent le moment pour un certain nombre de gens de venir de toute l'Europe pour marcher aussi. Et comme a confié au Monde Yasmine Benoît, qui est un mannequin et activiste habitant à Londres, j'ai été à plusieurs Prides, mais celle-ci est légèrement plus stressante que les autres. Mais ici, c'est vraiment ce que doit être une Pride. Et ça nous rappelle que la Pride, à la base, ce n'est pas juste pour le plaisir, pour que les personnes LGBTQIA+ puissent se balader en ville et se montrer. C'est pour montrer qu'elles existent, et c'est aussi pour montrer dans certains pays qu'elles existent et qu'elles ne sont pas juste des personnes anonymes, et que leurs droits devraient également, à l'instar d'autres pays européens, leur être garantis. Donc la Pride a finalement eu lieu sous haute forme policière. Selon le ministre de l'Intérieur, ce n'était pas une Pride, mais un défilé de personnes encadrées qui se rendaient à un concert, je cite. Voilà, on en est là quand même.
En bref, ça nous rappelle que le combat n'est jamais gagné et que il faut pas dire farewell à nos valeurs, mais qu'il faut regarder de l'avant pour les maintenir, y compris pour la Serbie, et que je pense que la Serbie a perdu des points aussi quant à sa candidature pour l'Union européenne, en tout cas temporairement, avec cette action. Ben oui, mais on l'avait déjà perdu beaucoup avec son positionnement par rapport à la Russie. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, disons qu'en ce moment, on se demande un peu à quel jeu il joue. Enfin voilà. Ça, c'est pour le point Pride. Est-ce que Max, ou peut-être à quel jeu il joue. On se demande à quel jeu il joue. Ouais. Voilà. Ça, c'était pour notre point actu. Est-ce que Max, tu veux nous faire le point Belgitude où on va dire farewell aux lumières sur les autoroutes? Exactement. Exactement. Il fait des petits accents comme ça, des fois ça lui prend. Notre point Belgitude nous amène, une fois n'est pas coutume, sur les autoroutes du plat pays et en particulier les autoroutes wallonnes de funeste réputation. Les amortisseurs. En effet, depuis des dizaines d'années et envers et contre toute logique d'économie d'énergie ou d'utilité réelle, le mythe voudrait que l'éclairage des autoroutes permette de limiter les accidents liés au mauvais état général des routes dans le pays. Faut quand même voir le truc. On y croit moyen. Bref, crise énergétique oblige. CF, notre premier épisode. Le gouvernement wallon va commencer petit à petit à éteindre les lumières sur les autoroutes hors échangeur pour faire jusqu'à 400 000 euros d'économie d'énergie par an. Ce n'est pas rien. Alors ça ne concernera dans un premier temps que 80% du parc lumineux équipé en LED réglable à distance, soit 20 000 lampadaires quand même. Puis, au fur et à mesure des rénovations, l'ensemble des lampadaires. Mais du coup, pourquoi ils mettent des LED dans les nouveaux lampadaires? Ils ont qu'à juste les enlever. Whatever, faut pas chercher. Alors, il deviendra plus difficile, du coup, de conduire sans ces phares, ce qui est quand même pas recommandé, mais aussi et surtout de repérer la Wallonie depuis l'espace. Vous vous souvenez que Thomas Pesquet avait largement rendu célèbre ces autoroutes avec l'une de ses superbes photos de l'espace. Cette dernière étant illuminée à l'instar du reste du pays comme un sapin de Noël toutes les nuits et donc hyper facilement reconnaissable. Nous, je sais pas, on va pas la faire là. On est trop fatigués là. Je crois que ça résume assez bien notre rubrique vie de couple de cette semaine là. On n'en peut plus là. On est mort. On peut plus. On est mort. On regarde de l'avant. Enfin, pas aussi mort que la reine Elisabeth, mais un peu quand même. On a eu une semaine bien chargée qui s'est terminée en petit aller-retour express. À Lyon, à Lyon. Parce que pourquoi pas, après tout, 4 heures de train, pourquoi pas, et puis on y va en train. On y va en train, vous voyez. Et puis surtout, pourquoi pas, un petit peu de bricolage tout le week-end. C'était pas mal. Guillaume a découvert ou redécouvert les joies du ponçage pour faire rentrer un meuble dans une niche, n'est-ce pas? Qui a été conçu sur mesure, mais manifestement, il manquait 3 mm. Donc j'ai poncé. Et les Shadocks ponçaient. Non, c'est pompait normalement, mais vous aurez compris, les Shadocks ponçaient. On a poncé, on a poussé avec Max aussi, pour le faire rentrer. On ne va pas se le cacher. Il n'est pas supposé ressortir d'ici pendant les 20 prochaines années. Nous avons non pas découvert, mais redécouvert la joie de monter des PAX. C'est toujours un bonheur, finalement. Oui, on adore monter des PAX. Mais on pourra quand même remercier Ikea, parce que ça reste quand même quelque chose de référence pour beaucoup de trucs. Ce qui est simplement un petit peu chiant, comme d'habitude, c'est quand vous ouvrez un carton et qu'il manque des choses. Ça, c'est un peu... Ah bah oui, parce que il y avait des meubles de salle de bain installés, mais c'est difficile d'installer un meuble quand il manque la moitié des pièces. Enfin, en tout cas, des pièces importantes. Voilà. Bref, donc, les petites joies d'Ikea, c'est pas cher. Mais, comme dirait ma belle-sœur, tu sais que tu as des risques qu'il te manque des choses, et du coup, voilà. Que tu doives aller faire un petit tour chez Ikea Paris, par exemple, en plein samedi après-midi. C'était chouette, t'as aimé. J'ai super aimé. Et moi, je montais des PAX. Et je ponçais. Et puis voilà, c'est l'occasion de faire un petit tour dans la belle famille. C'est toujours sympa de revoir tout le monde aussi. On va pas bouder notre plaisir. On a découvert un très chouette petit bar à vin à Lyon qu'on vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle Thomas et Virginie. Victoire et Thomas. Pardon, Victor et Thomas. J'étais pas loin, je l'avais presque. À la frontière entre le deuxième et le premier à Lyon. Voilà, écoutez, l'avantage c'est qu'il faisait quand même un peu meilleur que à Bruxelles-Selle, parce que Bruxelles-Selle, il fait froid, il pleut, c'est l'hiver.
Je viens de reprogrammer la chaudière. Et quand on sait ce que ça va nous coûter... 19 degrés. Quand on sait ce que ça va nous coûter... Alors j'ai refait une estimation tout à l'heure, on n'est plus à x3, mais on est à x2,5 là. Ah, parce qu'on a fait des économies l'année dernière, c'est ça ? Non, parce que le prix du gaz a baissé. Ah oui. Bon. Donc peut-être que d'ici le mois de décembre, on va croiser les doigts et serrer les fesses pour qu'on soit encore un peu en dessous. Oui, alors bon, les réserves de gaz sont à 84% dans l'Union, mais vu que notre ami, notre non-ami Vladimir Poutine, notre futur meilleur ami, a fermé les robinets, almost entirely, quasiment totalement. Du coup, on ne sait pas si on arrivera à y arriver à 100%. Bah, c'est ce que je dis, on va croiser les doigts, serrer les fesses, et puis comme tout le monde, on va attendre de voir ce qui se passe. Bon, et puis Guillaume, cette semaine dernière, c'était aussi la reprise artistique à fond. Ah oui, c'était à Donf, 2 soirées au boulot, ça faisait des mois que ça ne m'était pas arrivé, je pense. Du coup, c'était un peu violent. Et puis 2 soirées avec des réunions perso aussi à côté. Il faut dire que je cumule un peu. Max, il rentre pas très tôt non plus. Donc c'est pas simple pour lui, c'est aussi fatigant. Mais moi, la semaine dernière, c'était particulièrement dense. Et puis voilà, je bosse avec des gens très ambitieux, mais qui du coup multiplient les projets. Et ça retombe sur Bibi. Et derrière, c'est Bibi qui s'y colle souvent. Mais bon, voilà, c'est des choses intéressantes, c'est important, voilà, j'attends de voir comment est-ce que je vais trouver, on va réussir à faire, à trouver un équilibre un peu entre le pro et le perso. C'était un peu quelque chose qui a parfois été compliqué l'année dernière. Parce qu'on reprenait, parce que c'était post-Covid, que c'était pas forcément simple de remettre les choses dans le bon sens, dans le bon ordre, enfin voilà, tout ça. Mais voilà, on va essayer de se ménager un peu plus cette année, hein, un peu je dis, parce qu'on a de nouveau beaucoup de week-ends aussi qui sont pris, bon, pour la bonne cause, pour aller voir des amis, pour la famille, on va fêter des chouettes anniversaires, on va... faire des baptêmes, voilà, la vie reprend. C'est pas tout de suite mon comme anniversaire. Non, mais je préviens déjà les gens, comme ça, si jamais au mois de mars, vous voulez venir à la teuf qu'on va organiser. Ah, et puis nous, on devait organiser une crémaillère aussi, on l'a toujours pas fait. Je suis fatigué. on va remettre la crémaillère à plus tard. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord, formidable. Mais on vous parlera de notre crémaillère quand elle aura lieu. Hein. Mais du coup, faut qu'on se parle. On prend rendez-vous pour se parler à propos de la crémaillère ? Tu penses quoi ? Je crois que j'ai une dispo. Jeudi prochain entre 15h30 et 15h37. Ben non, moi je travaille, moi. Ah mince, je savais qu'il y avait un truc. Enfin voilà, on en est là, on est reparti comme en 40. Et puis, on va essayer quand même de prendre le temps pour vous voir, pour voir les gens qui nous tiennent, qui on tient aussi. On a revu d'ailleurs Mayol et Jeanne, big up Mayol et Jeanne, qu'on a recroisé un peu trop rapidement, 20 minutes sur les marches en face de la gare de Pardieu, mais franchement ça nous a fait super plaisir et j'espère qu'on se reverra plus longtemps et plus longuement très vite. Faire une petite visite à nos fans en marge de notre trajet en train, c'est ça ? On peut se retrouver à la gare du Midi oui, c'est ça. avant de prendre le train. Voilà. On espère surtout que votre rentrée s'est bien passée et que vous avez réussi à reprendre un petit peu le rythme, y compris du podcast, hein, parce que c'est reparti. Ah oui, ça y est, on est parti. On vous avait prévenu que cette année, on prendrait sûrement quelques libertés avec le planning quand les choses l'exigeraient. Mais cet épisode sera en ligne d'ici minuit, donc il n'y a pas de problème. On sera le lundi. Tout va bien. On passe à la suite et Guillaume, c'est toi qui nous parles dans cette nouvelle rubrique Geek. Eh oui, Max, c'est plutôt une rubrique culture que geek, encore que ça mélange un peu les deux, parce que on va parler de la base de données de la BNF en ligne. Mais qu'est-ce qu'Esaco ? Eh bien, on a découvert grâce à un twitto qui, s'il nous écoute, se reconnaîtra, coucou Janus, que la BNF, la Bibliothèque nationale de France, permet, grâce à un abonnement annuel somme toute très raisonnable, à 15 €, un accès gratuit à partir de là à sa base de données tentaculaire. Livres, revues, coupures de presse, partitions, même des œuvres d'art, un certain nombre d'œuvres d'art, photographies dans tous les sens. Tout ce qui est numérisé et numérisable est accessible à distance dans le patrimoine, qui fait partie du patrimoine français, mais aussi étranger. Trop bien. Alors,
Mais non seulement ça, mais aussi différentes bases de données en ligne. Elle donne accès à d'autres bases de données, autres que les bases internes de la BNF, plusieurs dizaines sur tous les sujets possibles et imaginables, notamment des bases de données de presse quotidienne ou de magazines avec tous les articles consultables en ligne, voire la revue accessible en PDF. Pour nous et notre insatiable curiosité, pour bien préparer nos podcasts, c'est évidemment une aubaine. On y trouve notamment la base Europresse, qui donne accès par exemple au Monde, au Figaro, à la Libération dans leur intégralité, tous les articles, y compris un certain nombre d'archives. Le Soir en Belgique, Courrier International, l'Express ou alors Press Reader, qui permet l'accès à des magazines et publications de tout autour du monde, beaucoup en anglais, mais pas uniquement. On trouve dans le rayon musique, moi j'ai un peu creusé là-dedans, l'accès à Music Periodicals Database, qui est une base de données pareil qui donne accès à un certain nombre de brochures de presse autour de la musique, ou à la formidable base Oxford Music Online. En littérature, on a l'accès à la base Early European Books, des livres européens datant d'avant 1701 qui sont numérisés et disponibles dans leur intégralité. On a accès au Robert, on a accès au Littré, bref, de quoi passer des bonnes soirées d'hiver à venir au coin du feu quand il n'y aura plus de gaz. Merci beaucoup Guillaume, et on vous recommande effectivement de profiter de cette aubaine qui est le site de la BNF. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Et oui, c'est la fin de ce deuxième épisode. S'il vous a plu, faites-le découvrir, on vous l'a dit, partagez. Et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Prenez 2 minutes pour le faire, ça aidera à la visibilité. Ça nous fera super plaisir. Envoyez-nous des beuglantes, envoyez-nous des commentaires, des suggestions, c'est toujours chouette. Dites-nous de quoi vous avez envie qu'on parle aussi. Et puis, vous pouvez mettre un like sur YouTube, en plus des notes, ou un pouce bleu sur Facebook, ou un petit cœur sur Twitter. Oh, ça rime. Et surtout, je le redis, partagez. Alors, ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, et oui, parfois c'est le lundi et pas le dimanche soir. Oui. Alors, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.